Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tier list, ça faisait un petit moment. Alors, avant de commencer un tout petit peu à traiter du sujet qui va être un petit peu long normalement, hein, si vous avez vu le titre, je tenais à dire que j'avais pas d'idée précise pour ces vacances de juillet-août, et j'avais pas envie de me prendre trop le chou, et en même temps il fallait quand même que je me fasse un petit truc pour compenser le fait qu'il n'y aura pas de Disney-Film travaillé ce mois-là-ci, donc je me suis dit, tiens, je vais traiter une requête que beaucoup de gens m'ont demandé, les méchants Disney. Dans toute leur splendeur, hein. Si vous regardez un petit peu, ça fait 7 x 12, 84, un gros morceau. Il n'y a même pas tout. Alors, je suis tombé sur une tier list plutôt bien faite, puisque n'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, l'ordre de sortie des films, avec pas mal de détails, certains dont je me serais un peu passé dans l'absolu, mais on en parlera. Et le seul souci, c'est que ça s'est arrêté à 2020, à Ralph 2.0 à peu près. Et donc, ouais, il n'y aura pas exactement tous les méchants Disney existants, mais il y aura quand même une grosse partie. Et comme vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà donné un petit peu mon avis sur mon ordre de préférence des méchants. Ça joue pour beaucoup à pas grand chose, donc si jamais c'est pas totalement raccord avec le top 100 que j'ai fait il y a un certain temps, je m'excuse, c'est toujours difficile d'être super clair dans mes préférences quand ça joue à pas beaucoup. Hein, je le précise rapidement avant qu'on m'embête avec ça. Et on va pas trop perdre de temps et se lancer dans la chose. Alors comme d'habitude de SAF, mais ce coup-ci je vais faire quelques petits cas un peu plus spécifiques. Plutôt que de dire A, B, C, etc. Je vais essayer de donner quelques sobriquets un peu particuliers aux différents types de méchants qu'on a, histoire que ça égaye un petit peu plus la liste. Donc ouais, je mets masterclass pour les grands méchants géniaux, iconiques pour moi qui passent, et ça va être un petit peu plus détaillé pour la suite. En commençant d'ailleurs par la méchante reine qui est dans la catégorie B pour moi, parce que ça correspond à génial la moitié du temps. Alors, la typo pourrait être un tout petit peu mieux présentée, mais c'est pas grave, j'espère que vous voyez quand même. Bon, ce sont ces méchants que j'adore durant la moitié de leur apparition et qui me laissent un peu perplexe, voire de marbre la seconde. Et ouais, c'est totalement ça la méchante reine. Hein, je l'adore au début, dans la seconde moitié lorsque c'est la sorcière. Un peu trop parodique à mon goût. Ensuite, suivant, nous avons Gédéon et Grand Coquin, et qui sont dans la catégorie B là aussi. De toute façon, c'est A, B, ça dépend un petit peu des cas, que je vais plutôt mettre un peu en dessous de la reine, c'est-à-dire les bouffons réussis, si j'ose dire. Hein, ces personnages qui sont là majoritairement pour faire rire, mais qui le font plutôt bien et qui malgré tout ont un rôle réussi dans l'intrigue. Pour moi, Gédon et Gros Coquin sont excellents à ce niveau-là. Ils sont très drôles quand ils veulent et ils appuient bien quand même le côté Stranger Danger, si j'ose dire, de la morale de Pinocchio. Après, nous avons donc pas mal de méchants. Oui, Pinocchio regorge de méchants, avec donc pour commencer Stromboli, si je ne m'abuse, et le cocher qui sont pour moi dans la catégorie, je vais dire à peu près en dessous, c'est difficile à classer exactement, des méchants de passage. C'est-à-dire des grands méchants ultra impactants, mais flash. Ils apparaissent l'espace de quoi, un quart d'heure, 20 minutes, ils ont leur grand effet, mais ils sont pas aussi forts qu'ils le pourraient. Alors donc, ouais, Stromboli et le cocher sont totalement dans ce cas. Après, Monstro, c'est un cas un peu à part, qui là aussi va être une autre, il va y avoir beaucoup de... beaucoup de catégories, j'ai le sentiment, qui fait partie d'un cas un peu à part, là aussi, c'est ce que j'appellerais les menaces monstres, c'est-à-dire ces espèces de forces de la nature. Ces éléments ultra dangereux et bestiaux qui vous foutent les jetons et qui laissent vraiment une empreinte par rapport à la menace qui ressort, même si en termes de personnalité pure, en termes de soi, que j'ai envie de dire, de personnalité, il laisse moins de marques que d'autres. Mais ouais, c'est un gros monstre, une force de nature particulièrement puissante et qui laisse un impact. Hein. Voilà, donc on a eu trois types de méchants pour Pinocchio, j'espère que ça ira mieux par la suite. Ensuite, nous avons les balais de Fantasia. Il y a quelques personnages de Fantasia
qui me laisse un peu de marbre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, la partie OSEF de cette liste, hein, pas OSEL, OSEF. Alors, les balais, c'est les balais. Je veux dire, je suis sûr que certaines personnes qui sont masturbées intellectuellement se sont dit ah, c'est la représentation de l'échec de Mickey qui lui revient en pleine poire, cette espèce de force inarrêtable qui ne peut pas se stopper malgré tous nos efforts et qui nous rappelle les retombées de nos mauvaises décisions. C'est tellement incroyable, impactant dans la signification. C'est des putains de balais. C'est des balais vivants qui font chier et qui sont inarrêtables. Alors j'avoue que le problème qu'il pose peut être un peu impactant si on est pris dedans, c'est pas mon cas, mais pour moi, Osef. Et pareil avec le Zeus de ce Fantasia-là. Ouais, j'imagine qu'il est un peu plus respecté techniquement par rapport à la mythologie grecque que celui du film Hercule. Mais ouais, c'est le gros méchant pas beau qui arrive comme ça parce qu'il est énervé pour foutre le bordel. Il n'a pas d'impact très très notable pour moi, donc il m'a pas laissé. Il m'a laissé aucun impact, tout simplement. Ensuite, nous avons Chernabog, là aussi pour moi, ça entre dans la catégorie force de la nature. J'avoue qu'il dégage quelque chose dans sa façon d'être un démon qui s'amuse des souffrances qu'il fait ressentir. Dans l'absolu, c'est un peu entre les deux, j'ai envie de dire, mais pour moi, c'est un peu plus la force de la nature malgré tout, parce que c'est c'est quoi ses motivations? C'est quoi ses intentions? C'est juste quelqu'un qui s'amuse de diriger l'enfer à un certain degré. Et ouais, c'est clair et net que quand tu le vois, tu sens que tu ne peux pas faire grand chose face à ça et tu sens la puissance du gars. Donc j'imagine qu'elle est un tout petit peu plus puissante que Monstro à ce niveau-là, mais il y a des méchants qui sont plus marquants que ça pour moi. Mais oui, je comprends aisément les gens qui disent qu'il est génial parce qu'il a une présence énorme, c'est vrai. Je ne sais pas du tout qui c'est ce gars. Ah oui, c'est le monsieur loyal du cirque de Dumbo. C'est vrai qu'il est un petit peu méchant dans l'absolu. Vous savez quoi, je le mettrais dans la catégorie bouffon pas réussi. Voilà, parce que c'est une approche majoritairement comique, faut dire ce qui est. Alors oui, ah, certains qui vont dire quand même, il y a un message sur la façon dont sont gérés les animaux dans le cirque, etc., etc. Mais globalement, c'est juste un crétin qui suit le mouvement et on se plie un petit peu à sa volonté parce que c'est lui qui décide, mais c'est pas non plus quelqu'un de très affiché dans ses intentions ou particulièrement marquant, quoi. Il suit un peu le mouvement. Ensuite, nous en arrivons à Bambi, en commençant par Renaud, qui pour moi est Osef dans le premier film. C'est clair que si on va plus loin dans le second, il est plus qu'Osef, mais pas vraiment positif en ce qui me concerne. Mais on garde le Renaud, c'est-à-dire le rival de 3 minutes de notre héros, qui veut se taper Féline. Voilà, je veux dire, voilà, il existe. Je trouve sincèrement que la scène de combat entre lui et Bambi n'est pas particulièrement méritée, il n'apporte pas grand chose, mais c'est là. Donc, je sais pas quoi dire. Hein, c'est bien, il existe. Et puis nous avons le chasseur. Le chasseur, c'est très particulier puisque c'est une non-entité. Enfin, c'est une entité non visible. Cette espèce de force contre laquelle nos animaux doivent résister à un certain degré, surtout à laquelle ils doivent fuir, parce qu'ils ne l'appréhendent pas totalement. Et il y a quelque chose d'assez fort dans ce que représente un peu symboliquement la force, l'influence de l'homme sur la nature et comment cette nature le perçoit, cette espèce de menace indicible de leur part. C'est assez puissant à ce niveau-là. Après, pour moi, c'est plus la catégorie force de la nature pour nos animaux qui passe très bien là aussi. J'ai toujours un peu de mal à définir le chasseur de Bambi, ou plutôt la représentation du chasseur, parce que c'est pas qu'un seul chasseur qui fout le bordel dans Bambi. Enfin, je pense que c'est ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre que le chasseur dans Bambi, ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, cette représentation-là je vois difficilement ça comme un méchant plutôt que comme
un antagoniste qu'on a du mal à saisir. À saisir dans le sens distingué, comprendre au sens large du terme aux yeux de nos personnages. Et j'avoue que c'est un très bon ajout au film. C'est difficile de définir ça comme un personnage que comme un élément d'intrigue. J'ai toujours un peu de mal à voir ça comme un personnage vraiment à part entière, plutôt que comme une présence particulière. C'est difficile. Je sais que beaucoup de gens situent ce chasseur très haut dans leur classement des méchants Disney. Moi, c'est pas tout à fait pareil. Donc, nous avons ensuite le loup de Pierre et le loup. Il me semble, ouais, le conte de merde. Qui est pour moi dans la catégorie méchant cartoon. C'est pas exactement la même chose que bouffon réussi ou pas réussi parce que ces personnages-là s'ancrent dans des histoires qui sont pas totalement cartoon. Alors que là, ça s'ancre dans une histoire totalement cartoon. Tous leurs affrontements, leurs confrontations reposent sur du gros cartoon. Et donc ils sont définis uniquement par rapport à ça. Et même s'il peut être un tout petit peu intriguant, imposant dans sa façon d'être une menace, voilà, c'est un méchant cartoon. Et c'est un cartoon que j'aime pas. Alors, je précise, Pierre Leloup, j'ai beaucoup de mal, une fois de plus, avec ça. Ouais, ça m'emmerde qu'on reprenne des méchants de la boîte à musique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi celui qui voulait voir un chanteur d'opéra dans une baleine qui chante, et donc il l'a chassé parce qu'il comprenait pas très bien. Euh, Difficile à classer en fait celui-là. Parce que ouais, le cartoon m'a pas si marqué que ça. Et vous savez quoi, j'ai pas envie de m'apesantir des plombes sur la boîte à musique. Alors vous savez quoi, c'est pas tout à fait Osef, mais on va dire Osef. Hein. Ok, très bien, très bien. Là aussi nous avons l'ours méchant du segment dans Melody Cocktail. Il me semble que c'est ça. Ou je confonds, c'est Coquin de printemps. Excusez-moi, hein, je confonds un petit peu les titres. Coquin de printemps. Ouais, c'est méchant cartoon totalement. Il y a le géant qui pour moi est plus de l'ordre du bouffon réussi, mais de justesse. Hein. Ça oscille un petit peu entre les deux pour moi, hein, le géant du segment de Mickey là-dessus, hein, Mickey le haricot magique. Bien, nous avons Monsieur Moustache, méchant cartoon. Enfin, je sais que ça paraît un réducteur de dire ça, mais ouais, les méchants cartoons qui sont là juste pour être excessifs, avoir des plans pas très bien peaufinés, puisque bon, c'est du cartoon, donc on fait un peu n'importe quoi excessivement, me marque pas autant que des méchants ancrés sur une plus longue période et qui ont plus d'impact que ça, quoi. Et ensuite, nous avons donc le cavalier sans tête qui est une force de la nature, cette espèce de gros monstre qui surgit de nulle part. Seulement, ce monstre, ben, c'est ce cavalier sans tête qui fout les jetons et qu'on a bien mis en place avec la chanson autour de lui et qui laisse un impact assez fort, hein, je reconnais. Hein. C'est le point d'orgue du moyen métrage, il y a une bonne raison à ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons, commençons enfin les films intéressants parce que la période années 40, apparemment, je suis sûr que ça vous intéresse pas plus que ça. Nous commençons avec tout la partie Cendrillon et donc tout d'abord la marâtre qui pour moi fait partie de la masterclass en partie dans son développement aussi dans le troisième film, mais rien que dans le premier film, il y a quelque chose de super fort dans sa façon de gérer Cendrillon. Nous avons ensuite Lucifer qui est dans l'ordre du bouffon réussi. Alors c'est difficile parce que c'est un petit peu ça quoi aussi. Pour les souris, c'est un peu ce méchant cartoon, mais en même temps, il s'ancre dans quelque chose d'un tout petit peu un peu plus sérieux que ça. C'est difficile dans un certain degré, mais je pense que je vais plutôt le mettre dans les catégories bouffons réussis. Et nous avons les sœurs qui... C'est difficile à dire. Si je dois les juger juste par rapport au premier film, c'est ce que j'appellerais des bouffons réussis à un certain degré. Mais ce sont aussi des personnages qui aident bien à appuyer la situation de Cendrillon, qui aident à appuyer un méchant. Et est-ce que ça ne mériterait pas une autre catégorie? Ça, je réfléchis quelques secondes. Ouais, je pense que je vais créer cette catégorie Sidekick émérite.
Voilà, ces sidekicks qui sont pas juste là pour aider au ton, mais qui apportent vraiment un plus, une plus-value vraiment notable au méchant principal. Lucifer, je pense pas que son incorporation soit si vitale que ça. Elle aide à créer un conflit entre lui et les souris et donc à remplir le film pendant une moitié de temps, mais les belles-sœurs aident énormément à appuyer le personnage de Tremen. Donc, ouais, même si en termes d'humour pur, je pense que c'est plus réussi que pas réussi, c'est pas non plus le plus marquant qui soit, mérite d'être qualifié là-dedans, je trouve. Ensuite, nous avons la reine qui est excellente lorsqu'elle apparaît. J'ai limite envie de la mettre dans les bouffons réussis, mais meilleurs qui soient. Seulement, je pense que ça va plus être dans les grands méchants Flash. Et je sais que beaucoup diront, ah, incroyable, oui, mais elle apparaît quoi dans le dernier quart d'heure du film, hein. Faites le compte, hein. Et c'est super, hein. Elle est superbe dans ce dernier quart d'heure, hein, tout comme ces deux-là sont superbes dans leur apparition à certains moments du film. Mais est-ce que c'est une grande méchante qui a appuyé durant tout le film? Pas vraiment. Donc, je mets ça dans les grands méchants Flash. Je vais peut-être un petit peu changer à un moment donné l'ordre parce que bon, faut bien comprendre que les sidekicks émériques sont pas forcément meilleurs que les grands méchants Flash, etc. Hein, la masterclass est clairement ce que je préférais, mais après ce sera un peu plus compliqué. Ensuite, nous avons le Capitaine Crochet qui lui aussi fait partie de la masterclass. Je vais pas m'étendre 50 ans sur chaque personnage. Si vous voulez plus de détails sur certains méchants que j'ai déjà traités, notamment dans mon top 100 de la centième, je vous invite à ça. Nous avons ensuite les Chiamois. Je déteste. Je déteste leurs chansons, je déteste leur côté. Je sais pas, il y a quelque chose qui mérite un peu, et j'imagine que c'est peut-être ce qui était voulu, ces espèces de m'as-tu vu qui s'y croient trop, mais étant donné qu'ils ont pas ce qu'ils méritent au bout d'un moment, ils font juste chier rapidement. C'est un méchant Flash pas réussi en fait, mais ça devrait pas être ça que je devrais qualifier en fait. Ok, je vais créer une autre catégorie, beaucoup de catégories. La catégorie des irritations. Voilà. C'est les personnages que je peux pas blairer. Voilà. Par leur gimmick. Et ouais, je l'aime pas par son gimmick. Alors, il y a le rat ensuite, qui est. Alors, une fois de plus, ça peut paraître bizarre, mais c'est une force de la nature, cette espèce de créature qui veut juste faire le mal et qu'on doit stopper à un moment donné dans La Belle et la Bête. La Belle et le Clochard, excusez-moi. Et oui, ça passe très bien, ça passe très bien. Rien de spécial à dire, hein. Le combat entre lui et le clochard est super fort. Et on le met un tout petit peu en place au début. Maléfique, que j'ai mis dans la catégorie. Pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est presque masterclass, mais pas tout à fait. Voilà, je le mets presque. Ouais, avec une flèche au-dessus, est-ce que c'est possible? Ah, ouais, vous comprendrez, c'est juste en dessous de Masterclass, vous comprendrez. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont presque là-dessus. Je vais pas me répéter 50 fois, je trouve qu'il y a un tout petit truc qui lui manque par rapport à d'autres méchants plus haut classés. C'est pour ça qu'elle est pas tout à fait dans le top 10, mais elle est vraiment pas loin, vraiment pas loin. Elle a une super classe, une présence énorme, et c'est une menace incroyable. Évidemment, évidemment. Nous avons ensuite Cruella, qui fait partie des Masterclass pour moi. Je me suis déjà penché là-dessus. Madame Mime, c'est le méchant qui apparaît seulement un quart d'heure de film. Et encore, je pense que c'est peut-être un peu trop lui donner, parce que je crois que c'est 10-12 minutes. Alors elle est cool, hein, elle passe bien dans ces 10-12 minutes, mais elle représente pas tout le film, hein, c'est comme les autres. Donc ça se passe bien, aucun problème avec ça, mais disons que c'est pas la plus marquante à cause de ça. Nous avons ensuite K. C'est compliqué K. Compliqué, compliqué, compliqué. Je veux pas créer 50 000 catégories non plus, quoi. Donc, ouais, est-ce qu'il fait partie de Force de la Nature c'est pas un bouffon réussi non plus, c'est un peu plus qu'un bouffon réussi, quoi. Hmm. Je vais plutôt le mettre dans les pas tout à fait ça. Ouais, pas tout à fait ça. C'est-à-dire, ouais, très bien, très, très marquant à plusieurs moments, mais il manque un tout petit truc pour être dedans. Mais ouais, ceux qui sont dans le presque, je les adore beaucoup et je vais pas non plus passer autant de temps là-dessus. Nous avons ensuite le roi Louis qui est
plus un bouffon réussi. Ouais, j'estime que contrairement à K, c'est un petit peu moins puissant que ça. C'est une menace d'un moment, c'est presque un grand méchant Flash, j'ai envie de dire. Parce qu'il apparaît 10-15 minutes dans le film et après il réapparaît plus, on joue plus là-dessus. Donc oui, dans un sens, c'est plus un grand méchant Flash. Ouais, on va dire ça, c'est un grand méchant Flash. Et ouais, bien dans son idée. Disons que c'est un peu limite par rapport à d'autres, il joue plus sur l'humour, mais pour le thème du film, il entre bien dans le principe. Shere Khan, qui est dans le presque, pas tout à fait, mais presque, pas loin du top 10, une fois de plus. Voilà, Masterclass, c'est le top 10. Voilà. Que j'adore sur beaucoup de points. Je l'ai mis dans mon top 100, je précise. Hein. Donc, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'en ai dit déjà assez long sur lui. Edgar! Là, on tombe dans la catégorie bouffon pas réussi. Je suis désolé, ça me pose un petit peu un problème, ce personnage. Comme je l'ai dit dans ma critique, il a ce côté pathétique qui fait qu'on a légèrement de la peine pour lui, mais ouais, c'est justement parce qu'il est pathétique. Parce que, en toute sincérité, il n'est pas plus drôle que ça, à part quand il a sa face cartoon avec les deux chiens. Mais il lui manque quelque chose, hein. En tant que méchant comique, il n'est pas aussi marquant que d'autres. Et ouais, hein, j'imagine qu'il est un peu mieux que celui-là. Je ferai peut-être le détail plus tard, mais ouais, pas plus que ça pour moi. Nous avons ensuite le prince Jean et le shérif de Nottingham, qui sont pour moi tous les deux dans la catégorie presque, c'est-à-dire excellent, mais pas tout à fait dans la masterclass. Je préfère le shérif de Nottingham au prince Jean, c'est pour ça qu'il est dans mon top 100 lui. Hein, c'est une excellente figure de connard contre notre héros principal, il passe super bien et je sais pas, il représente très bien les deux faces viciées de l'abus de pouvoir et pour moi celui-là le fait un petit peu mieux passer. Mais ils sont très bons dans leur représentation des méchants. Nous avons ensuite Ursula. Je sais pas, je pense que je la mettrais plutôt dans cette catégorie-là en fait. Elle est superbe, assez géniale, une bonne partie du temps lorsqu'on se centre sur Penny et sa considération et lorsqu'elle la voit de haut et qu'elle lui dit, enfin, et qu'elle la force un petit peu à faire ce qu'elle fait, quand elle est dans cet état d'esprit-là, elle est superbe, je trouve, comme méchante détestable. Et une fois qu'on centre sur le reste, elle est juste ridicule. Donc ouais, je vais plutôt la mettre comme ça. Génial la moitié du temps pour moi. Et il n'y a pas ses crocodiles et pas son second. J'avoue, je suis un peu déçu. J'ai pas survolé ça en détail, mais pour une liste qui fait quand même pas mal le détail de tous les méchants qui sont apparus, vous avez pas mis le gros qui la suit, ni ses crocodiles ou ses alligators de compagnie. Étonnant, étonnant, je trouve. Mais bon. Nous avons ensuite, je sais plus comment il s'appelle, ce connard de Roxy Rookie. Hmm. J'ai envie de dire que c'est pareil, à la moitié du temps, il passe bien. Après, c'est pas non plus ce que j'appellerais un méchant méchant, c'est un antagoniste compréhensible. Bon, pas aussi fort que d'autres, hein, il est quand même dépeint majoritairement en connard, mais disons que on essaye un tout petit peu de lui donner quelques critères rachetables en fait. Lorsque il a quelques compréhensions malgré tout et qu'on voit qu'il est attaché à ses chiens. Donc, je sens que je vais être obligé de créer quelque chose. Ouais, je vais être obligé de créer quelque chose. Alors, antagoniste rattrapable? On va dire ça, antagoniste rattrapable. Je veux dire, à la fin, lorsqu'il accepte de laisser partir Rox parce que Rookie veut pas le laisser faire, on voit qu'il y a cette compréhension qui se fait parce qu'il est quand même. Il sait se montrer pas ingrat par rapport à ce qu'il a fait. C'est quand même assez fort. Ouais, il a quelques parties rachetables, ce gars. Donc, ouais, je vais le mettre là-dessus. Bref, j'espère ne pas créer plus de cas comme ça. Et le truc, c'est que je sens que ça va être ça. Enfin, je vais plutôt le mettre dans le cas génial la moitié du temps.
Et encore, c'est vraiment être généreux avec lui, hein, parce qu'il est génial dans sa présence visuelle. Je peux pas mettre ça dans les forces de la nature, parce que bon, il a quand même des ambitions, c'est pas juste le gros monstre, tout ça, mais j'ai envie de dire, enfin, tout dans le visuel, ça ferait un petit peu... C'est un petit peu... Allez, je vais faire ça, tout dans le visuel, donc ça va se mettre là, tiens, ouais. Allez. C'est difficile, c'est difficile de faire le détail avec le nombre de méchants différents qu'on a, bizarrement. Donc ouais. Et ça passera très bien tout dans le visuel. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être pas. C'est difficile. On poursuit avec Ratigan, qui est donc, il me semble, dans le presque. Ouais, il est dans le presque. Pas tout à fait dans mon top 10, mais pas loin, je l'adore. C'est quelqu'un qui jubile de sa condition et qui est excellent en tant que rival de notre héros. Et là, vous mettez les chiens de compagnie dans Oliver et compagnie. Ok. J'en ai un peu rien à foutre. C'est des bulldogs qui sont un tout petit peu menaçants, mais honnêtement, pour ce que j'en ai à secouer, vraiment. Et ouais, donc lui, que je vais mettre en fait tout dans le visuel. Pas exactement de la même façon, mais j'avoue que la façon dont on le montre, par exemple, ce boss massieux qui apparaît quoi dans l'ombre avec cette espèce de présence imposante, et la façon dont il meurt, par exemple, il y a du visuel autour du personnage qui est bien fait. Parce que le reste c'est de la merde, hein. Enfin c'est de la merde, c'est sans intérêt, c'est pas du tout mémorable. Donc le visuel sauve. C'est comme pour ce qu'on a, le visuel sauve. Seigneur des Ténèbres, c'est ça. Ursula, alors là aussi, ça fait partie des presque, pas tout à fait dans mon top 10, mais pas loin. Vraiment, hein, ça se joue à pas grand chose. Il y a énormément de méchants géniaux, donc évidemment, j'essaye de faire à la masterclass pas ultra longue, parce que sinon ce serait peut-être un petit peu trop espacé. Non, non, je veux faire un truc qui donne l'impression que je fais une liste un petit peu saisissable. Nous avons ensuite donc ce gars-là qui c'est pas. Je vais être généreux avec lui et le mettre là. Mais vraiment, c'est en étant généreux. Hein. Il y a quelques moments où il passe bien dans sa façon de manipuler le gamin en ayant quelques moments où il est vraiment dangereux avec ce qu'il représente pour les animaux alentours. Donc ça va, dans ce moment-là, il passe très bien. Seulement l'autre moitié du temps, c'est un petit peu un débile, quoi. Donc, et une fois de plus, et c'est un truc qui me sidère, on n'a pas mis son Varan de compagnie. N'a pas mis Johanna, alors que quand même elle a un rôle beaucoup plus notable que ces deux cons quoi. J'aurais situé dans les bouffons réussis moi Johanna, mais non elle est pas. C'est bizarre, apparemment le mec qui a fait cette liste il n'avait pas beaucoup de considération pour le film Bernard et Bianca, hein. Alors que pour Oliver et compagnie, merde. Et pour la boîte à musique, putain, enfin bon. Excusez-moi, nous avons ensuite Gaston, avec la bonne image bien trouvée, qui est dans la masterclass pour moi. Pareil pour Jafar, excellent dans leurs prestations, j'ai rien à dire là-dessus, hein, je me suis déjà penché beaucoup là-dessus. Les Yen qui font partie évidemment des psychics émérites, qui savent être dangereuses et qui représentent quelque chose autre que ben, le gag à côté du méchant, quoi. Ça aide beaucoup à cimenter l'univers et à apporter un plus à Scar. Elles ont beaucoup de mérite dans le rôle. Scar qui est dans les presque une fois de plus. En fait, vous savez quoi? J'ai même envie de dire non, c'est génial la moitié du temps. Tiens, je sais, je suis méchant parce que bon, il y en a qui sont dans le presque, qui sont pas aussi bien classés que Scar dans le top 100. Je sais. Mais bon, faut bien comprendre que oui, la première moitié, je l'adore, il est extraordinaire ce méchant. Dans la seconde moitié du film, il passe pas des masses quoi. Ok, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui le prendront mal, mais je le mets là, je le mets là. Mais bon, hein, il sera supérieur à ceux qui sont presque une fois de plus. C'est pas des catégories très catégoriques hein, sur ma préférence. Donc, ensuite, nous avons
Radcliffe. Hmm. C'est pas un méchant qui est énormément retenu pour beaucoup de gens. J'en ai conscience, et personnellement, c'est clair et net qui fait pas partie de mes méchants préférés de tous les temps, mais donc je vais pas le mettre dans le presque, mais je sais pas, il y a quand même une moitié du temps où il passe superbe. Je veux dire, il y a quelques moments où il y a sa considération, son désir d'avoir cette espèce de reconnaissance, de gloire, qui montre que c'est quelqu'un de très vénal. Et à la fin, lorsqu'il est prêt à mener tout le monde sur le sentier de la haine, il y a quelque chose de fort qui en sort. Donc voilà, ces parties-là, il est très bien rendu, très bien fait. Le reste du temps, il est pas mémorable. Donc, génial la moitié du temps aussi. Nous avons Frollo qui fait partie des masterclass, excellent. Nous avons Peine et Panique, qui, en toute sincérité, j'hésite un petit peu à les mettre dans les sidekicks émérites, parce qu'ils sont très drôles, hein. C'est soit ça, soit les bouffons réussis, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais est-ce que le film aurait pu se passer d'eux? Dans un sens, non, il joue un rôle pas anodin dans la gestion d'Hadès et comment il s'occupe de différentes choses au fur et à mesure de l'histoire. Mais j'irais pas jusqu'à dire que leur participation est si marquante que ça, même par rapport à l'humour. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup ces sidekicks-là pour leur humour. C'est pas leur humour qui me fait le plus marrer dans le film. Et encore moins dans la série. Donc, après, oui, on joue beaucoup là-dessus. Donc, allez dire que c'est limite du sidekick émérite. Mais limite. Nous avons ensuite, donc, le centaure est bien. Ça me fait un peu de mal de dire grand méchant Flash, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une force de la nature, contrairement à ce qu'on verra plus tard. Parce que, ouais, il a un peu plus de personnalité, mais c'est pas non plus un grand méchant Flash. C'est le méchant de passage. Et ça m'embête de faire encore plus de catégories pour ça. Je veux dire, en tant que personnage, est-ce qu'il est si impactant que ça? Ok, alors c'est peut-être un peu méchant de ma part, je vais mettre dans le Osef. Si les gens se souviennent du film Hercule pour la profondeur de ce personnage-là, c'est qu'ils ont un problème, quoi. Alors qu'à côté, bon, il y a ce qui marche mieux, c'est-à-dire les forces de la nature, hein. Alors là, les trois, les titans et le cyclope géant sont des grosses forces de la nature, des gros monstres dont se débarrasser, qui sont délicats à gérer parce qu'ils sont énormes et donc notre héros doit faire des pieds et des mains pour s'en sortir. Surtout par rapport au cyclope parce qu'il n'a pas ses pouvoirs à ce moment-là. Donc il passe très bien cet égard-là. En toute sincérité, je situerai ça comme ça, en grande partie parce que le combat contre les titans à la fin est malheureusement trop expédié et frustrant, mais globalement, les trois remplissent très bien ce rôle-là, et puis nous avons Hades qui est dans la masterclass, et évidemment. Vient donc Shan Yu, que j'ai déjà pas mal descendu dans ma critique du film, qui est un super méchant, qui est dans la catégorie presque, pas tout à fait dans mon top 10, mais pas loin. J'aime beaucoup sa présence, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Nous avons ensuite Sabor, qui est vraiment la force de la nature et une des meilleures qui soit pour moi dans le film Tarzan. C'est vraiment quelque chose, la confrontation contre ce léopard, tigre, je sais jamais. C'est un léopard, il me semble. Dans la première partie du film, mais il est éclipsé plus tard par Clayton, qui, je suis sûr, ce sera pas du goût de tout le monde, fait partie pour moi de la masterclass. Je le trouve excellent. Pour moi, c'est un Ratigan plus accompli dans l'idée. Et ça passe nickel. Voilà, je me suis déjà étendu là-dessus, une fois de plus, si ça vous intéresse, regardez mon top 100. Nous passons ensuite à Fantasia 2000 avec donc Jack in a Box, je ne sais plus comment on dit ça en français. Alors, c'est pas un méchant cartoon, c'est pas ce que j'appellerais un bouffon, et je vais le mettre dans les grands méchants Flash. Ah, je trouve qu'il passe bien en tant que méchant de son segment précis, mais c'est un segment, quoi, donc c'est difficile pour moi, hein.
difficile pour moi. Et ensuite, nous avons évidemment le Phénix, qui est une force de la nature vraiment fou, qui vous prend aux tripes, assez énorme. Je pense que je vais faire un petit peu le classement des forces de la nature, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Ce type de méchant qui passe très bien en soi, qui n'est pas aussi impactant que des méchants avec des ambitions, des motivations, une personnalité plus définie pour moi, mais qui passe quand même superbement, surtout dans les cadres comme Chernabog ou l'Oiseau de Feu, qui sont évidemment des segments rapides qui essayent de nous faire ressentir quelque chose sur une courte durée. Donc c'est très bien pensé pour ce genre de cas. Nous avons donc dans le même ordre d'idée le T-Rex. Enfin, il me semble que c'est un T-Rex, je sais plus, hein, j'en ai un peu rien à foutre des différentes races de dinosaures personnellement. Dans Dinosaures, et c'est une force de la nature qui passe. Voilà, c'est pas le meilleur, mais je pense qu'en tant que menace du gros carnivore qui veut totalement vous bouffer et qu'il faut fuir, il passe bien, il rend plutôt bien dans le film. Alors que j'ai plus de mal avec Kron. Il n'y a pas Bruton au passage. On ne le considère pas comme un méchant parce qu'il se repent à la fin. Je pense que c'est le cas d'autres personnages, puisqu'on ne les voit pas dans cette liste, et c'est un peu bizarre, mais on verra ça plus tard. Par exemple, on n'a pas vu Yago, qui est quand même plutôt un méchant, si on prend en compte seulement Aladdin 1, hein, mais il n'est pas, c'est juste Jafar, donc mais alors lui, où est-ce que je le mets ce con? C'est pas un bouffon, c'est pas un méchant cartoon, c'est pas un tout dans le visuel non plus. Il m'irrite pas, c'est pas un méchant qui m'irrite, hein, j'irai pas dire Osef, puisqu'il y a quand même suffisamment de puissance dans ce qu'il représente. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bon dans son concept et qui est pas super bien suivi. Donc, je vais être obligé d'en faire un autre. Ça s'appelle. Allez. Je vais appeler ça concept mal suivi. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Si ça se trouve, il y aura que lui dans cette liste, mais bon, que voulez-vous. Très bon concept mal suivi, voilà, histoire de bien sûr. Voilà, c'est très bon dans le concept, dans l'exécution il y a des choses qui manquent. Étant donné qu'on se centre sur cette espèce de jalousie mal fichue envers notre héros, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Isma, pas Kronk, parce qu'une fois de plus, étant donné qu'il se repent à la fin, il n'est pas considéré dans la catégorie méchant et dans la masterclass pour moi. Alors il y a presque mon top 10, il manque plus qu'un, il va pas tarder à venir. Et nous avons ensuite Rourke. Rourke. C'est un cas de méchant surprise et j'imagine qu'on va finir par en avoir un petit peu plus. Donc est-ce que je mets la catégorie méchant surprise et puis voilà, ou est-ce que je vais un petit peu plus loin que ça? Sachant qu'au passage on met même pas Elga, putain. C'est sérieusement. J'aurais pas trouvé quelque chose de plus complexe que ça. Et s'il fallait que je fasse moi-même des images de chaque putain de méchant juste pour faire que cette liste soit un tout petit peu plus complexe, ça va, quoi. Hein. Vous allez pas me prendre le chou parce qu'il manque 2 3 trucs. Hein. Donc, ouais, il y a Rourke qui est dans. C'est pas irritant, ça correspond à rien de ce que j'ai fait. Et je vais être obligé d'en faire un autre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Allez, non, c'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que vous voulez alors, dans cette nouvelle catégorie, je vais dire que c'est méchant surprise. Ouais, ça m'embête un peu de faire ça. Est-ce que je peux pas un peu affiner le truc? Parce que il y a des méchants surprises qui sont mieux que d'autres. Et il n'est pas défini que par sa surprise, quoi. Je l'aime bien avant, quoi. Enfin, si je vais jusque-là, c'est pour ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. J'aurais dû dire allez, seulement S à F et puis voilà, ça aurait été moins compliqué. J'aurais pas dû m'emmerder avec ces spécificités-là. Je suis parti, tant pis, tant pis. Ça peut être un méchant surprise. Un méchant surprise plutôt réussi. Ouais, je ferai le topo des méchants surprises, tiens, tant qu'à faire de cette catégorie-là. Nous avons donc ensuite Gantou. Alors, c'est difficile à juger parce que c'est clair et net que si on se centre que sur
que sur le film 1, c'est plus un méchant d'un coup, quoi, plus un méchant Flash, même pas exactement, et enfin, je dirais plutôt bouffon réussi, voire bon concept mal suivi, mais dans un sens, pour moi, c'est plus un antagoniste rattrapable. Et même dans le premier film, je ressentais un petit peu ça, quoi. Je ressentais le fait que bah, c'est pas non plus un connard fini, quoi. C'est juste quelqu'un qui fait son boulot de façon un peu zélée et qui manque un peu de respect, mais c'est pas non plus comme s'il pouvait pas se rattraper. Et le fait est qu'il finit par se rattraper si on suit l'histoire de Lilo et Stitch plus loin. Donc allez, je le mets là-dedans. Il est sympathique dans l'absolu. Ensuite, nous avons lui. Euh, Alors, c'est un sidekick émérite, ouais. Un sidekick émérite un peu particulier parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui est défini forcément autour de John Silver, mais il amène quelque chose en plus par rapport à là où est prêt à aller l'équipage de Silver, la méchanceté de cet équipage, par rapport à ce que lui n'est pas prêt à faire jusqu'au bout. Donc, j'avoue il apporte beaucoup par rapport à ça. Euh, donc sidekick émérite, on va dire ça, tandis que John Silver. Alors c'est très compliqué en fait, parce que fut un temps, j'ai fait une liste de mes méchants Disney préférés. Je vous invite à voir mon top 10 des ingrédients Disney où je fais un peu le topo des méchants qui m'auront le plus marqué et je ne l'ai pas mis là-dedans. Alors que si vous faites gaffe au top 100 que j'ai fait, c'est clairement pas là que je mettrai, vous verrez qu'il est quand même beaucoup mieux placé qu'une partie des personnages ici. Hein, un peu mieux placé que quoi, il est dans mon top 10 quand même, hein, faut pas exagérer. Et donc, c'est difficile. C'est clair en tant que qu'appréciation, il est dans le S, il est dans le masterclass. Hein, est-ce que je le considère comme un grand méchant? C'est le truc en fait. Est-ce que je considère que ce personnage-là fait partie des grands méchants Disney ou est-ce qu'il est plus que ça? C'est ça qui est un petit peu compliqué parce que en termes d'appréciation, c'est sûr, dans le top 10. En termes de considération grand méchant, donc, difficile, difficile. C'est difficile à jauger. Donc voilà, ceux qui m'ont suivi un petit peu par rapport à ça, je vais pas le mettre dans mon top 10 masterclass des grands méchants parce que c'est pas exactement un grand méchant pour moi, c'est un peu plus complexe que ça justement. C'est pour ça que c'est un personnage que j'adore plus qu'une bonne partie de ceux-là. Mais est-ce que je le mets dans la masterclass des grands méchants quand, au bout du compte, c'est pas un grand méchant complètement euh, qui va jusqu'au bout? Je sais pas. Dirons-nous que c'est celui que je mets numéro un sans conteste dans les antagonistes rattrapables, hein, de loin. Bien, puisqu'on en parle, Denaï, qui ouais, fait partie de la catégorie méchant. Et c'est étonnant, c'est assez étonnant. Ouais, c'est toujours c'est ça qui est un petit peu bizarre parce qu'il est jamais véritablement méchant. C'est quelqu'un qui tombe dans la tragédie de se faire un ennemi de notre héros sans savoir exactement qui il est, en étant trompé par la situation, mais il finit par apprendre de ses erreurs à la fin. Donc c'est clairement un antagoniste rattrapable à ce niveau-là et quelqu'un que je qualifierais difficilement parmi les méchants. C'est un antagoniste surprise, c'est sûr, mais un méchant. En fait, je pense, c'est même pas impossible que lui aussi soit classé plus haut qu'une partie de ces méchants-là dans ma liste, dans mon top 100 que j'avais fait il y a un certain temps. Donc voilà, c'est difficile à considérer comme un grand méchant, mais deux excellents personnages à cet égard-là. Ensuite, à la Meta Slim, très drôle, je les mettrais plutôt dans la catégorie bouffon réussi, mais très réussi. Je peux pas mettre dans les presque, il faut pas exagérer, hein, je suis pas non plus à ce stade-là. Mais ouais, c'est un bouffon très réussi, hein, je pense que c'est même mon préféré du lot, hein, c'est des méchants bouffons qui passent très bien. Nous avons ensuite donc les parents du petit extraterrestre dans Chicken Little, qui sont des antagonistes là aussi. Enfin, quand même, des méchants qui sont prêts à coloniser toute une planète simplement parce qu'ils ont perdu leurs enfants plutôt que de demander. Hein, ils sont pas très très fut-fut, quoi. Donc, alors. Où est-ce que je classerais ça?
Bon, c'est un peu de surprise au bout d'un moment hein, lorsqu'ils attaquent, mais j'ai du mal à qualifier ça comme ça. Ben, je vais dire que c'est plus un bon concept mal suivi. Ils sont un peu rigolos comme ça à la fin, mais sur le principe, lorsqu'on voit un petit peu ce que ça pouvait promettre, c'est pas ce que j'appelle des personnages très bien gérés par rapport à ce qu'ils représentent. Donc je vais plutôt les ranger dans le bon concept mal suivi. Hein, parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Ensuite, nous avons l'homme au chapeau melon, qui est donc pour moi un des meilleurs bouffons réussis. Il a une petite figure tragique aussi, on peut dire aussi que c'est un méchant surprise. Techniquement, c'est une surprise dans son identité, hein, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas ça. Mais ouais, difficile à jauger là aussi, hein. C'est entre les deux. Est-ce que tu peux pas définir juste comme ça un méchant si je veux pas faire 50 000 catégories et on se souviendra surtout de lui pour l'idiot qu'il est à ennuyer notre grand méchante finale, c'est-à-dire Doris, qui aurait pu figurer parmi mes méchantes préférées de tous les temps, mais pas vraiment. Pas tout à fait, parce que sa fin est beaucoup trop insultante pour moi. On peut dire que c'est une méchante surprise aussi, hein, parce que tu la vois pas venir, tu vois pas venir jusqu'où elle va à la fin, mais... difficile, c'est difficile. Euh, Après, je l'aime beaucoup, hein. Je trouve qu'elle apporte beaucoup. Ouais, je le mets dans les presque. Ah, dans les presque. Elle est géniale, pas juste la moitié du temps, elle est géniale les 9 dixièmes du temps, à part à la toute fin, quoi. Donc... Alors, lui, c'est Osef. Limite, c'est un bouffon pas réussi, j'ai envie de dire. C'est le mec qui essaye un petit peu de manipuler notre fille pour le fric il s'en fout un petit peu. Je vois un tout petit peu le but de la chose dans Volt, mais c'est pas bien fait, le personnage est plutôt irritant. Vous savez quoi, je peux plutôt le mettre dans l'irritation en fait. Voilà, il mérite plus qu'autre chose. Chaque fois qu'il apparaît, il me saoule. Donc ouais, je vais le mettre là. Nous avons ensuite Facilier, et là ça va pas vous faire plaisir, mais pour moi, tout dans le visuel. Alors, une fois de plus, sa présentation est géniale. Il est super fort à ce niveau-là, mais il est surtout notable pour moi par rapport à ce qu'il apporte par ses pouvoirs magiques. Une fois qu'on se centre sur le gars, ben c'est presque un peu un bouffon lui-même. En plus de Lawrence qui n'est pas comptabilisé d'après ce que je vois, donc il faut le plus un manque, mais c'est pas grave. Il subit un peu tout et au bout du compte, ses plans, etc., c'est plus par peur de quoi que ce soit et t'as pas l'impression qu'il a de grands dessins ou quoi que ce soit. C'est juste, il est un peu obligé. Il fait le connard parce qu'il est un peu obligé par la magie, tout ça. Et il y a quelque chose qui ressort pas super bien, quoi. J'avoue qu'il a une personnalité pas trop mal. Donc ça passe, et je sais que beaucoup de gens l'adorent, hein, Facilier, beaucoup de gens le mettraient dans leur top 10, etc. Moi, il est très fort dans son visuel, dans tout ce qui est présentation de sa magie, tout ça, tout ça. Et ses amis de l'au-delà qui jouent un gros rôle là-dessus, mais il m'a pas laissé une grande marque au bout du compte. À part pour sa chanson qui est extraordinaire. Mais si c'est seulement sa chanson, c'est un petit peu... je peux pas mettre génial la moitié du temps parce qu'une chanson ça représente pas la moitié du temps quoi. Non, non, je sais pas, je le mets là. Je suis désolé hein, pour ceux qui verraient ça mieux. Alors, nous avons ceux-là qui, pour moi, sont plutôt du genre légèrement sidekick émérite. Je veux dire, ils jouent un rôle assez notable, quoi. Ils sont pas là pour rien, quoi. Ils aident beaucoup à faire briller le personnage de Gothel, qui fait partie de mes masterclass sans problème. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une autre. Et zut, 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 Cruella n'est pas tout à fait dans le masterclass. Excusez-moi, elle est dans le presque masterclass, mais pas tout à fait. Vous m'excuserez, je suis désolé. Je suis désolé, en prenant ça en compte, il y en a une qui est en trop dans mon top 10. Toutes mes excuses, hein, on verrait dans pas longtemps plus tard de qui il s'agit. Ouais, donc excellente la mère Gothel, j'ai déjà fait toute une diatribe là-dessus. C'est pareil pour sa sucrerie qui est donc
Le dernier de mon top 10, je ferai le topo plus tard là-dessus, rassurez-vous, et que j'adore aussi, je trouve que sa gestion au fil de l'histoire et comment il se relie à l'univers est extraordinaire. J'aime beaucoup sa sucrerie, une fois de plus. Je suis prêt à défendre ce personnage pour ce qu'il représente. Beaucoup, beaucoup. J'ai déjà dit beaucoup de choses sur lui. Nous avons ensuite le comte de Jean, je sais plus quoi. Alors, est-ce un bouffon réussi ou un bouffon pas réussi? Je sais pas, il me dérange pas. Je trouve qu'il appuie suffisamment la chose. Était-il indispensable? Je trouve pas que ce soit. Ça n'a rien à voir avec un sidekick émérite. Ouais, je dirais ça, hein, ouais, un bouffon réussi. De justesse, hein. Fait pas extraordinairement rire, mais il passe. Tandis que Hans, bien entendu, c'est un méchant surprise, dont la surprise est pas mal, mais qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus étalé dans sa partie où il est méchant. Peut-être un tout petit peu mieux montré avant. Je me suis déjà un petit peu étendu là-dessus. Nous avons donc, je sais plus comment il s'appelle en vrai ce con, c'est un méchant surprise là aussi, qui est surtout défini par sa surprise, le moins bon du lot en ce qui me concerne. Je sais pas qui je préfère entre deux, c'est difficile, mais lui c'est clair net que c'est le troisième hein, pour l'instant. Bellwether, méchant surprise, ah ouais, alors là on est à fond dans la carte méchant surprise. Dans son concept, c'est clair que je la préfère. C'est ça le problème, je l'aime beaucoup dans son concept. Sa fin est particulièrement ennuyeuse quoi. J'aime bien ce personnage jusqu'à ce qu'on dise tiens c'est une méchante et puis après elle perd énormément en subtilité. C'est ça qui est un peu dommage. Hmm. Après donc, putain, vous avez compté les noix de coco dans Vaiana et vous avez pas compté Lorenz ou Johanna, c'est n'importe quoi. Je me plains mais il y a personne qui a... Je sais pas si j'en ai parlé mais personne n'a fait presque des listes aussi bien ordonnées. C'était vraiment chronologique et je me suis dit super, j'aurais pas à me casser les couilles à réordonner ça moi-même pour bien que ça m'arrange. Non, c'est déjà ordonné chronologiquement, c'est super cool. Et sinon, ouais, il y a les noix de coco, donc c'est bien, c'est bien. Oh, donc déjà, c'est Flash, hein, c'est clair et net. C'est qu'est-ce que c'est pas un grand méchant Flash, ça. Je suis désolé, bon. Est-ce que c'est des bouffons force de la nature. Où est-ce que je range cette connerie, quoi? Est-ce que je fais limite dans. Je peux mettre ça dans Osef, ils ont un bon combat, mais. Euh, Est-ce que c'est des bouffons, quoi? C'est force de la nature, what? Je sais pas trop, ouais, ouais, je vais être dans bouffon réussi limite, limite, histoire de le caser quelque part. Hein. Bien. Ensuite, nous avons Tamatoa, celui qui brille dans ce film l'espace d'un moment. Alors, c'est un grand méchant Flash. C'est pas juste une force de la nature, c'est un grand méchant Flash très réussi. C'est TK qui est plus une force de la nature. Hein. Une espèce de grande menace à affronter qui a l'air de rien, avec la petite surprise de fin qui pour moi, ne rend pas le personnage ultra plus complexe que ça. Je trouve pas que ça change énormément le film d'avoir ce petit rebondissement de fin, mais lorsque c'est TK, lorsque c'est cette espèce de grosse masse de lave et qu'il faut lutter contre elle, hein, tu la sens la force de la nature. Hein. Très réussi à cet égard-là. Ensuite, c'est le. C'est quoi ça? Ah oui, c'est. Billy, je sais plus comment il appelle ce virus de merde. Euh, ouais, est-ce que je peux appeler ça une force de la nature ou quoi que ce soit? Enfin, en toute sincérité, le truc de ce virus, c'est juste qu'il a l'air un peu maléfique comme ça, parce que c'est un virus, mais c'est juste un objet qui remplit sa fonction. Pour moi, c'est un peu osef, hein. Je veux dire, ouais, visuellement, c'est. Oh, vous savez quoi? Tout dans le visuel, voilà, c'est ça. Tout dans le visuel, parce que le reste, ben, c'est juste un objet. Alors que là, ouais, c'est plus la force de la nature. Nature entre gros guillemets, hein, parce que c'est tout sauf naturel. Et oui, évidemment, il en manque quelques-uns. Le drone dans Vaiana, je l'aurais mis là.
Je sais pas s'ils auraient compté Namari, mais c'est clair et net que ça aurait été dans l'antagoniste rattrapable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on j'essaye d'un petit peu de me rattraper ça. Nous aurions peut-être eu la grand-mère dans Encanto. En effet, ça aurait été aussi un antagoniste rattrapable plutôt joli. Et puis voilà, en gros plus ou moins ça, hein. Vous avez un peu le topo de la chose. Donc avant d'aller sur mon top 10, j'aimerais un tout petit peu remettre de l'ordre dans certains cas. Les cas un tout petit peu plus longs, donc voir quelles sont les forces de la nature qui me marquent le plus. Alors je vais dire clairement pour moi, c'est l'oiseau de feu qui me marque particulièrement. Ensuite, je dirais Chernabog, sans doute le cachalot ensuite. Et après coup, c'est un peu plus délicat, hein. TK est pas mal dans l'absolu. Je vais dire TK. Ouais, TK. Ensuite, le chasseur, c'est toujours délicat à définir. Une fois de plus, puisque c'est une entité particulière. Des difficultés à considérer ça comme un personnage, mais ouais, on va dire pas loin, quoi. Je veux dire, dans sa présence, que ça représente, c'est quand même assez fort. Le cavalier sans tête, ouais. Ensuite, non au salon, l'hydre et le cyclope. Les titans juste derrière. Sabor extra, le rat. Et oui, ça se joue entre ces deux-là qui sont pas mal visuellement parlant, qui rendent pas mal. Ouais, je vais mettre Ralph, Monstro Ralph à la fin. Hein, même si visuellement c'est quelque chose, je trouve que ça a été amené avec le cul. Et ce n'est pas aussi méritant que ça le devrait. Donc voilà, il y a ça. Le reste. Tout ce qui a 7 ou autres, on va laisser passer. Je vais faire la catégorie presque, c'est-à-dire ce que je préfère, en essayant de me rappeler un petit peu de l'ordre que j'avais mis avant. Il me semble que c'est Cruella et ensuite Maléfique, après Ratigan, Sherkan, ou Sherkan Ratigan, je sais plus, c'est dans cet ordre-là. Puis Medusa, ouais, Medusa était derrière quelque chose comme ça. Après donc Shan Yu. Le shérif de Nottingham, le roi et Doris. Je vais plutôt mettre le prince Jean et Doris. Voilà. À peu près dans ces eaux-là. Je fais ça de tête, si ça se trouve, c'est pas totalement raccord avec mon top 100. Je vais essayer de faire un petit peu plus gaffe pour mon top 10, donc mes 10 grands méchants préférés, histoire que ce soit clair, hein, parce que tout le monde n'arrête pas de demander c'est quoi tes méchants préférés. Eh ben, depuis le temps que vous le demandez, vous allez enfin avoir la réponse. Alors, mon préféré, c'est Jafar, suivi par Hadès, suivi par Gaston, suivi par, et ça va vous surprendre, je suis désolé Clayton. Ensuite, Frollo. La Mergotelle, sa sucrerie, si ça arrive à passer. Isma, le Capitaine Crochet. Et enfin, Lady Trenen. Voilà, ça c'est mon top 10 des grands méchants, sachant que vous auriez très certainement en numéro 3 à la place le personnage de John Silver si je le comptabilisais, mais non. Voilà, hein, je suis désolé, une fois de plus, parce que c'est pas exactement un grand méchant pour moi, c'est un peu plus que ça. Mais voilà, vous avez mon top 10 des méchants Disney. Cela dit, certains doivent se sentir un peu blousés parce que j'ai juste pris en compte Disney Animation Studios et il y a quand même un petit manque. Hein. Les méchants Pixar sont pas aussi mémorables, mais tout de même, tout de même, tout de même. Mais rassurez-vous, puisque il y a exactement la même tier list qui a été faite avec les méchants Pixar. Donc, on va aller jusqu'au bout et se permettre ce petit bonus-là. Avec bon, d'autres catégories que je vais faire, donc ça va prendre un petit peu plus de temps évidemment. Et ouais, c'est pas exactement le même type de méchant. Il y a certains trucs qui se retrouveront, mais pas d'autres. Et là, j'avoue que sur le coup, je vais être peut-être un tout petit peu moins carré, parce que je me souviens plus exactement dans quel ordre j'ai situé ci et ça. Alors, les méchants qui passeront le plus, il y a une sorte de triumvirate qui passe, qui est un petit peu évident pour moi. Après, c'est un petit peu moins évident qui je préfère à ci ou ça. Donc on verra au fur et à mesure, même si les méchants Pixar sont beaucoup moins impactants, je trouve, en termes de personnalité, de peps, si j'ose dire, que les méchants Disney. Il y en a beaucoup qui sont méritants. Et on va voir ça dans le détail. Commençons donc par les méchants de Toy Story avec Sid et son chien. Ok, je suis désolé de dire ça, mais c'est si grave que je mette le chien dans Osef. Je veux dire, ouais, techniquement, on peut voir ça comme une force de la nature.
un petit peu, mais globalement, il y a quand même largement mieux, quoi. Voilà, c'est une espèce de chien qu'il faut éviter un tout petit peu, petit danger sur le coup, mais il va pas marqué. Et puis il est dégueulasse, hein. Visuellement il est dégueulasse, hein. C'est celui qui a le plus mal vieilli visuellement de ce film. Donc ouais, si dans lui-même, donc. Alors c'est du genre à qualifier dans la teigne acceptable, je dirais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à défendre l'impact fort, ce que signifie tout ça, tout ça. Ben, c'est le gamin qui aime être un petit peu plus dur que les autres et qui s'amuse à faire du mal aux objets parce que sans doute dans sa vie il y a une sorte de colère refoulée ou un truc comme ça. Mais beaucoup d'enfants sont comme ça, quoi. Beaucoup d'enfants aiment un petit peu relâcher leur pression ou leur besoin d'être un peu cruel sur certains objets. Hein, il le fait sur des jouets, il est très acceptable à ce niveau-là, mais c'est pas le plus marquant qui soit. S'il n'est pas vraiment ce que je qualifierais d'un des plus grands personnages d'antagonistes Disney en ce qui me concerne. Enfin bon, nous avons le Borgne qui fait partie donc du Triumvirat. Oui, je vais me faire ça, mon Triumvirat. Ah, comme vous voyez, il y a un petit peu moins de grands méchants chez les Pixar que chez Disney, donc en tête de liste, rien à voir que 3 et pas 10. Hein, c'est déjà pas mal, hein, j'espère. Et nous avons ensuite Toy Story 2 avec donc le collectionneur. Et une fois de plus, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de peine pour lui, quoi. Le souci avec lui, c'est qu'on a tendance à le dépeindre de façon peu flatteuse. C'est-à-dire qu'il est un peu un sans-gêne sur les bords. Mais globalement, à part voler un jouet, qu'est-ce qu'il a fait de mal, quoi? Donc, c'est un grand méchant dans un être un. Et comment je définis ça, en fait? Ça fait plusieurs minutes que j'y réfléchis là, je vous coupe ça au montage, mais allez, je vais lancer un truc simple. T'es pas si méchant, voilà, t'es pas si méchant. Je vais mettre ça là-dedans. J'arrive pas à trouver autre chose. Il, il va. Alors nous avons donc Papy Pete, l'un des premiers nombreux cas de méchants surprises, parce que chez Pixar ça se voit encore plus les méchants surprises que chez les Disney. Et je vais peut-être faire un cas particulier de ceux qui marchent et ceux qui marchent pas. Parce que, ouais, c'est quand même un petit peu important ça. Je suis pas le plus inspiré tout de suite, non. Méchant surprise réussi. Et ouais, Papy Pépite est un méchant surprise très réussi en ce qui me concerne. On a su très bien gérer sa personnalité au fil du film et on comprend très bien où il veut en venir de bout en bout. Il aide beaucoup le film à cet égard-là. Nous avons ensuite donc Zurg le jouet, pas Zurg de la série, de Zurg le jouet. Ouais, je vais encore en créer un. Les méchants sont beaucoup plus divers. Vraiment, c'est une distraction amusante. Je vais dire ça, distraction amusante. C'est-à-dire que c'est pas comme si le personnage était si indispensable que ça, mais il fait bien le boulot, quoi. Il fait rire, il apporte son petit quelque chose. Ça va, distraction amusante. Nous avons ensuite Léon qui est dans la catégorie presque. Là aussi. On va dire pas loin du podium. Ouais. Voilà, c'est-à-dire ceux que j'aime beaucoup, mais qui sont pas tout à fait à ce niveau-là. Et je pense qu'il en fait partie. Il est excellent comme rival de Sully et il apporte beaucoup au film. Je pense que ça aurait mérité peut-être un tout petit peu plus de temps, une meilleure gestion de comment on le règle à la fin, peut-être, mais il passe très bien. C'est un très bon méchant du film, au même niveau que Waternoose, même si Waternoose il est plus carré, puisque c'était un méchant surprise très réussi. Le meilleur méchant surprise Pixar jamais fait pour moi, parce que ses motivations sont super évidentes, tu vois exactement où il veut en venir, et il y a presque un côté dramatique dans ce qu'il veut faire, et s'il va trop loin, et si ça devient un petit peu un méchant à cet égard-là, il y a plus que ça. C'est un peu pareil pour Papy Pépite, mais je pense que c'est pareil en mieux réussi. Ces premiers méchants surprises créés par Pixar sont excellents, je trouve.
Ensuite, alors je sais même pas qui c'est. C'est quoi ça? J'imagine un méchant poisson que rencontrent Nemo et Dory. Mais alors là, je me souviens même plus qui c'est. Je suis désolé, hein, peut-être que ça vous sera marqué, mais pas du tout. Alors que lui, je me souviens un petit peu de ça. Je sais jamais comment on appelle ces poissons qui ont une petite lanterne au bout du cou. C'est visuellement déjà, il marque bien et c'est. Ouais, on va dire que c'est ça, c'est ce que j'avais fait pour les méchants Disney AS, c'est-à-dire Force de la Nature. Pareil, Force de la Nature. Et donc, évidemment, ce truc-là en fait partie. Une bonne force de la nature qui marque bien lorsqu'il apparaît. Mais après, ouais, c'est pas non plus comme s'il avait une personnalité forte ou un grand développement ou quoi que ce soit. Ensuite, le dentiste. Alors, le dentiste et sa fille, je sais pas pourquoi vous les avez appuyés particulièrement. Le dentiste, je m'en fous un petit peu. Je veux dire, il a un rôle notable dans l'histoire, c'est pas comme s'il servait à rien, mais c'est juste, il sert d'excuse pour que Nemo se retrouve là. Et c'est tout en fait. Il n'y a rien de plus à dire sur son personnage. C'est un dentiste lambda, quoi. Enfin, c'est un mec lambda, quoi. Sa fille, on essaye un tout petit peu de montrer que c'est genre teigne acceptable. Vaguement, je vais mettre dans teigne acceptable et encore limite parce qu'on voit que c'est voilà, l'enfant un peu violent. Pas forcément méchant, mais un peu violent sur les bords, qui sait pas se contenir avec les animaux qu'on lui donne. Donc là, une petite menace du moment, ça va, mais donc évidemment, ça va dans mon triumvirat, hein, j'adore Syndrome, c'est sûr, je reviendrai en détail là-dessus. Sa machine, dont j'ai oublié le nom sur le coup, ça m'embête un petit peu, mais voilà, c'est évidemment une force de la nature ultra impactante, bien meilleure que celle-là dans l'absolu, puisqu'elle est présente longtemps, et au bout du compte, c'est un peu plus ou moins lui le boss de fin. Syndrome, il meurt un peu comme une merde, c'est un peu le seul truc que j'aurais à reprocher à Syndrome, sa fin aurait mérité d'être un petit peu mieux. Nous avons ensuite Chic X. Tellement acceptable, je dirais, ouais. Ou peut-être un truc un peu différent, je vais plutôt le dire que c'est connard qui passe. Voilà, c'est un connard qui passe. C'est pas exactement pareil. C'est difficile à dire, ouais, c'est le petit connard de passage qui aide à appuyer un petit peu le message que le film veut faire passer, notamment autour de Flash, qui ne doit pas finir comme lui. Donc, il joue bien son rôle à ce niveau-là. On va dire qu'il contribue bien, tant qu'à faire histoire d'être plus spécifique. C'est un connard qui contribue bien. Voilà. Il y a d'autres connards qui contribueront moins bien, donc je pense que c'est pas plus mal de faire cette petite distinction-là. Il y aura beaucoup de distinctions, il va pas y avoir beaucoup de listes. Anton Ego, un particulier celui-là, puisque c'est un saint et pas si méchant, pour ma part, au bout du compte, mais c'est un peu plus que ça aussi, quoi. C'est clair et net que c'est pas le même niveau, ces deux-là, mais ouais, ça donne l'impression que ça va être le gros boss alors qu'en fait il y a quelque chose derrière. Et c'est pas juste un connard qui contribue bien non plus. En même temps, ouais, je vais dire qu'il est pas loin du podium. J'adore sa présence, je trouve qu'il apporte beaucoup au récit et je pense que je l'ai mis dans mon top 100 pour ça. Donc oui, oui, il est pas loin du podium pour ça. Même si c'est difficile de le qualifier en tant que grand méchant méchant. Mais je pense que pour lui, je ferai une catégorie spéciale, quoi. On va dire qu'il est pas loin du podium, ça sera pas mal, ça sera pas mal. Nous avons ensuite, ouais, c'est un... Hmm. Ouais, c'est un connard qui contribue bien, j'ai envie de dire, hein, qui essaye un tout petit peu de jouer dans le scénario. J'ai vu pire, j'ai vu mieux, ça va, il passe ce méchant-là. Ensuite, nous avons donc, sérieusement, le robot qui travaille pour Otto et il m'a pas marqué du tout, je suis désolé, quoi. Il est très, il est très robotique, quoi. Il n'a pas de rôle particulier que d'obéir à Otto, donc c'est bien, quoi. Ah, par contre, Otto, évidemment, il faut le prendre en compte, et tu es un méchant surprise réussi, un peu différemment de ces deux-là, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment pas d'émotion. J'ai vu quelqu'un en commentaire d'une de mes vidéos dire qu'une des forces d'Otto, c'est que
on n'était pas sûr de ses intentions en fait. Est-ce qu'il fait vraiment ça juste pour obéir à ses ordres ou pas? Et pour moi, c'est clairement ça en fait. Le problème de cette machine, c'est qu'elle voit les choses de façon binaire, si j'ose dire, c'est-à-dire il y a des ordres à suivre, on va faire en sorte que ces ordres soient suivis. Elle est allée loin pour ça parce que les ordres ont priorité, son programme a priorité. Il n'est pas nécessairement malveillant, il est juste totalement axé sur ses prérogatives. Et ce qui fait que c'est très froid et que ça passe bien. En tant que méchant surprise, il est très bien fait à ce niveau-là. Ensuite, nous avons les chiens de Muntz qui pour moi sont de l'ordre de la teigne acceptable. Voilà, c'est le connard qui essaye de se faire remarquer. Regardez, moi, je suis l'alpha, tout ça, tout ça. Hein, je vais surtout juger l'alpha, puisque les autres, c'est des blaireaux. Si je devais les juger, pour moi, ce serait ça, quoi. Bouffon pas drôle, hein, si je devais juger les autres, hein, bouffon pas réussi. Mais non, on va juger ça par rapport à Alpha, et à Alpha, je veux dire que c'est l'atteigne acceptable. De justesse, hein, de justesse. Alors, Charles Muntz, eh ben, ça va être le cas des méchants surprises moyennement réussis. Je vais dire ça comme ça, je suis désolé, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Charles Muntz. Moi, j'ai du mal. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Méchant surprise, moins réussi. On va dire ça, moins réussi. 4 lignes. Et ouais, je me suis déjà penché sur lui. Il devient ridicule. C'est vraiment une parodie de la cape dans Moby Dick. Et de base, ça peut être pas mal, étant donné qu'on n'a rien mis en place là-dessus et qu'on le gère très mal après coup par rapport à sa relation avec notre héros qui pourrait être super forte, mais non, on n'en fait rien. C'est très chiant, c'est très chiant. Et bon, je me suis déjà pas mal penché là-dessus, donc je vais pas en dire des tonnes. Lotso, ça fait partie du triumvirat. Ce sont les 3 meilleurs méchants Pixar pour moi, et je vais mettre ça même dans l'ordre. Hein, Syndrome, Lotso, le Borgne. Voilà, que ce soit clair. Ce sont les 3 meilleurs méchants Pixar pour moi, et méchants dans le sens vraiment très direct du terme. Pas comme Anton Ego qui est un cas un peu plus complexe. Nous avons donc tous les méchants de Cars 2. Alors ceux-là, je me souviens à peine d'eux. Je sais qu'il y a des sous-commandants, tout ça, qui m'ont pas marqué plus que ça. Par contre, donc il y a la parodie de soldats nazis qui est... Alors, qui me fait rire un peu jaune par moment, parce que c'est pas du tout subtil, et donc je sais pas... Je vois plutôt comme une sorte de distraction amusante. Mais il passe quoi à ce niveau-là pour son gimmick. Après, faut pas en dire plus. Ah, par contre, ouais, va y avoir Axelrod et putain, c'est un méchant surprise techniquement, mais plus que ça, c'est un méchant plat. On met pas plus en avant que ça et je le trouve assez vraiment pas mémorable en fait. Mais pas tout à fait en mode Osef parce qu'il joue un rôle notable dans l'histoire. Je sais pas, j'hésite à créer une nouvelle catégorie, mais je vais plutôt le mettre là-dessus. Nous avons donc évidemment Mordu qui est une force de la nature, un peu plus que ça, j'ai envie de dire, mais je vais plutôt le catégoriser dans force de la nature. Il joue un petit rôle dans la contribution là aussi. Ce qui appuie comment à partir de magie et d'un vœu qu'on a, ça peut être mal interprété, mal tombé, surtout parce que la sorcière est un peu une connasse, et les extrêmes dans lesquels il faut éviter de tomber, les risques j'ai encourus que Mérida doit éviter. Donc j'estime qu'il apporte un plus par rapport à ça, mais il est surtout notable pour ses affrontements dantesques et très, très, très marquants dans le film. Nous avons ensuite, alors là, punaise, c'est bien un truc que je trouve abusé, un oubli qui m'irrite pas mal, c'est celui-là. Pourquoi vous avez mis le chef des gros bras du bahut et pas Hard Scrabble? Hard Scrabble, c'est un petit peu celle qui est en conflit direct avec celui et Bob. Alors certes, elle comprend un petit peu ses erreurs à la fin et finit par les respecter, mais il n'empêche que c'est un petit peu une antagoniste durant une grosse partie du film, et vous la comptez pas, par contre vous comptez ce connard-là. Donc ouais, là ça va faire partie des connards qui ne contribuent pas. Connards ennuyeux. Voilà, c'est ça, des connards ennuyeux. C'est-à-dire que savent
peut être pire dans l'absolu, mais ça n'a pas vraiment besoin d'être là. Alors, celui-ci, tiens, par contre, tout de suite, je vais le faire tout de suite. Une catégorie spéciale. Les clowns t'emmerdent. Voilà. Ok, suis déjà un peu penché là-dessus dans mon top retour là-dessus, mais s'il y a bien un truc qui m'irrite, c'est cette façon très nonchalante de dépeindre cette espèce de clown à la con qui va vous traumatiser à vie dans un cadre réaliste. Et ça va de pair avec cette représentation ultra surfaite du méchant clown, du clown horrifique dans énormément de films qui aide de plus en plus à montrer cette profession comme quelque chose de dangereux et de méchant, de monstrueux. Et déjà que c'est irritant dans des films d'horreur, mais au moins tu comprends parce que ça essaye un petit peu de prendre à revers le concept de quelqu'un qui est censé vous faire rire mais qui vous fait peur. Au moins, là, quand c'est dans un cadre plus réaliste comme ça m'irrite au plus haut point. Ce qui me fait chier parce que je sais pertinemment que c'est à cause de films comme ça qu'il y a 50% des clownophobes du monde qui le sont en fait. Les gens qui sont clownophobes, si vous l'êtes, c'est en grande partie parce que les médias les dépeignent régulièrement comme des connards et des trucs affreux dont il faut avoir peur. Et c'est ça qui m'irrite au plus haut point. Je pourrais faire une longue diatribe là-dessus, j'en ai déjà fait une dans mon top retour sur le film, vice versa, qui n'a vraiment aucun méchant, parce que vraiment c'est un personnage rapidement comme ça. Euh, c'est un truc qui mérite au plus haut point. Et si jamais un de ces quatre, j'arrive à trouver une liste suffisamment longue, peut-être que je ferai un top 15 des clowns qui méritent qu'on se souvienne d'eux, qui ne représentent pas la profession comme étant quelque chose de super effrayant. Parce que c'est beaucoup plus que ça, un clown. Et ça mérite de voir ce genre de représentation dans un cadre comme ça. Vraiment. Vous auriez pu trouver des tonnes de trucs autres que ça, mais c'est le clown. Je vous emmerde, vraiment. Sérieusement. Je suis pas clown, mais c'est une profession que je respecte tellement dans son approche. Enfin bref. Donc je m'en fous de celle-là. C'est une des dinosaures qui voulait s'attaquer au troupeau des T-Rex. Elle est méchante, on la voit quelques minutes, j'en ai rien à foutre. Et donc il y a ce méchant surprise. Est-ce que je peux appeler ça un méchant surprise? Au début, il a l'air gentil, mais très vite, c'est un méchant surprise, donc c'est difficile d'être qualifié comme un méchant surprise. Je vais appeler ça comme un connard ennuyeux, en fait. Je trouve qu'il apporte rien au récit, il est plus chiant qu'autre chose, et même les confrontations physiquement parlant cassent pas la baraque, hein. Dans le voyage vers l'eau, ça casse pas des briques. Nous avons donc... ouais, c'est un connard ennuyeux, là aussi. C'est-à-dire qu'il me fait ni chaud ni froid. Au début, ça va. Au début, c'est juste un entrepreneur qui essaye un peu de tabler sur la popularité de Flash McQueen, mais qui essaye quand même d'être un peu ouvert à ses désirs. Au début, c'est quand même assez cool. Mais vers la fin, tout d'un coup, on en fait un connard misogyne qui traite mal Ramirez, et puis tout d'un coup, ouais, c'est le connard. Donc, je sais pas, hein, vous auriez pu faire mieux que ça. Nous avons ensuite, je sais jamais comment il s'appelle ce con, je sais qu'il a un nom bien pompeux. Et c'est pour moi Chic sans moins réussi. Ça aurait pu être largement plus que ça, mais pour ma part, ouais, c'est dans la catégorie connard ennuyé aussi. Parce que il devient un petit peu trop redondant par rapport à ce qui a été fait et il apporte rien en fait. Il apporte vraiment rien. Nous avons donc Ernesto de la Close, que je ne considère pas comme étant un méchant surprise particulièrement réussi, je suis désolé. Vraiment, hein, pardon, hein, mais c'est clairement pas le cas pour moi. Je trouve pas que cette espèce de truc à la telenovela aide beaucoup votre récit, même si c'est en référence à ce qu'on regarde au Mexique. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'on regarde au Mexique. Qu'est-ce que vous montrez en tant que film tout de suite? Est-ce que ça passe bien? Je suis désolé, mais c'est ridicule. Hein, certes, il garde son comportement tout du long, quoi. Il n'est pas totalement changeant à partir du moment où il révèle que c'est un méchant, mais globalement, c'est le méchant lambda, connard, ah, je veux tout pour moi, qui se fait avoir de façon ridicule à la fin en disant ses plans devant tout le monde. Il n'y a rien de vraiment fort dans l'approche de ce méchant, ce qui me concerne, quoi.
C'est là quelques moments qui passent, mais globalement, c'est pas un méchant ultra réussi hein, dans ce qui me concerne. Donc nous avons le Démolisseur. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je veux dire, voilà, c'est un méchant qui est là juste pour se battre et je suis pas super fan de la façon dont on l'a géré par rapport à ce qu'il promettait à la fin du premier film, c'est sûr, mais oui, si on le prend juste comme ça dans le second film, ça va, une distraction amusante, on va dire ça, ouais, distraction amusante. Je vais peut-être un tout petit peu changer l'ordre de ça une fois de plus, hein. C'est pas une ordre d'appréciation, c'est juste différentes catégories, pas forcément euh, dissociables. Et il y a elle, hmm, qui est ennuyeuse. Je vais la mettre dans les méchants surprises moins réussis aussi, comme vous voyez, les méchants surprises réussis, c'est les premiers. C'est les moins réussis, c'est les derniers. Je trouve vraiment qu'il y a un truc qui s'est perdu là-dessus, parce que c'est devenu plus une formule à faire régulièrement qu'autre chose, ça. Ouais, j'avais envie de dire que c'est la mieux réussie du lot malgré tout. Ouais. Mais ses motivations passent pas. Et pour moi, ses motivations passent tellement pas. Mais en tant que méchant physiquement parlant, elle apporte beaucoup et sa présence en tant qu'hypnotiseur est excellente. Donc c'est difficile de la mettre dans les moins réussis comme ça, juste pour dire ça. Mais bon, en même temps, si je devais vraiment catégoriser ça si bien, voilà, je dirais que c'est la meilleure du lot. Euh, ouais, ça. Hmm, ouais, comme ça. Gardez bien en tête que je déteste pas ce personnage, c'est juste sa façon de gérer, la façon de gérer la surprise autour d'elle qui me gêne. Et sinon, bah, il reste un petit peu quelques personnages, parce qu'il en a sauté pas mal. On s'est donc arrêté aux Indestructibles 2, il y en a eu quelques-uns depuis. Alors, j'essaie de me rappeler, le suivant ça a été Saul, et donc on a Terry, ça me semble. Je vais mettre dans les pas si méchants. Terry, dans Saul, c'est pas si méchant. Sérieusement. Hein, il veut juste faire son boulot et le fait qu'il se fasse chier dessus, il mérite pas ça. Honnêtement, oui, il est dans les pas si méchants, Terry dans Soul. Dans Luca, nous avons donc, je sais plus comment s'appelle ce con, Ernesto, je ne sais quoi, qui est donc, oui, un connard ennuyeux, total connard ennuyeux. Rien d'intéressant. Ensuite, donc j'ai essayé un petit peu de faire le topo. Après Luca, nous avons eu Alerte Rouge avec très certainement la mère et la grand-mère de notre héroïne que je situerais dans une autre catégorie presque. Ouais, une autre catégorie des enculés qui méritent particulièrement. Donc non, hein, je la mets pas là-dedans. Et ensuite, pour terminer, donc Buzz, l'éclair, le film récent, avec donc cette approche de Zurg que je ne vais pas dévoiler particulièrement, qui est donc un méchant surprise moins réussi. Donc voilà, vous savez que c'est une sorte de méchant surprise, je vais pas vous dire exactement quoi. Voilà, hein, donc on a le topo, et nous avons donc notre top 5. Une fois de plus, c'est difficile de considérer ça comme un grand méchant, mais voilà, mon top 3 c'est cela, et comme vous le voyez, en gros, à part ces 8 là, j'ai envie de dire, il n'y a aucun grand méchant chez Pixar qui m'a marqué à un niveau très notable, alors qu'il y en a largement plus chez Disney. Même en termes de fréquence, j'en citerai bien plus. Tu cites ça, mais ça fait 20 déjà. Ceux qui sont géniaux la moitié du temps, quand même, ils ont une valeur. Les antagonistes rattrapables, tout ça, tout ça. Il y a quelques cas qui me marquent largement plus. Hein, je pense que c'est assez évident de voir qui réussit le mieux ses méchants en ce qui me concerne par rapport à ça. Mais évidemment, ce n'est qu'un avis personnel. Et avant de terminer, je vais essayer de vous faire profiter du mieux que je peux cette liste, étant donné que c'est un gros morceau, je pense très sincèrement que je vais vous enregistrer la tier list en fichier et vous faire partager ça directement plutôt que de vous faire un gros dézoom pour que vous voyez ça parce que je pense que ça serait pas si génial que ça. Enfin, je vais essayer un tout petit peu, mais hein, c'est pas extra. Ouais, après, oh, ouais, non, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, non, hein, je vous ferai partager ça autrement. Hein, j'espère que ça vous aura plu cette liste. Hein. J'étais content de la faire moi-même, même si, bon, c'est pas une des priorités que j'avais. Maintenant, j'ose espérer que vous serez content
que j'ai fait cette tier list. Hein, vous avez déjà une appréciation un peu détaillée de ce qui est meilleur pour moi et le pire, ben, vous avez une petite idée. Hein. Vous avez une petite idée dans les deux cas. Et j'ose espérer que ça vous aura amusé, voire donné envie de faire votre propre tier list vous-même. Le lien est dans la description pour les deux listes. Je remercie la personne qui, je pense, est américaine d'avoir fait cette bonne liste chronologique qui m'a bien aidé. Une fois de plus, c'est pas complet à 100%, mais c'est quand même beaucoup plus complet qu'énormément d'autres tier lists que vous pourriez trouver, je pense. Donc merci à cette personne si jamais elle vient par là. En tout cas, à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi et bonnes vacances d'été. Bye!